Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 14 mai. Sans doute une nouvelle bavure de l'OTAN dans ses frappes au Kosovo les plus importantes depuis le début de la guerre. Le bombardement d'un village près de Prizren aurait fait, selon les Serbes, de 50 à 100 morts. Des civils albanais qui s'étaient réfugiés dans des fermes pour la nuit. Pas de confirmation pour l'instant de l'OTAN qui parle simplement d'une erreur possible. En Israël, à 3 jours des élections, le candidat travailliste Ehud Barak accroît son avance face à Benjamin Netanyahou. Les derniers sondages le créditent de plus de 48% des intentions de vote. En Corse, les auditions se poursuivent à la veille d'une grande manifestation nationaliste. Cette fois, c'est le directeur de la gendarmerie en personne qui est dans le bureau du juge. Et puis la star des stars, Sean Connery, Monsieur 007 en personne sur la croisette pour présenter Haute Voltige, un thriller plein d'humour avec la belle Catherine Zeta-Jones, qu'on voit bien sûr à l'antenne. C'est donc sans doute une nouvelle bavure de l'OTAN, la plus importante depuis le début des frappes. Des bombes sont tombées sur le village de Korica au sud du Kosovo. Selon les autorités serbes, elles se sont abattues sur une cour de ferme où s'étaient réfugiés 400 Albanais qui se cachaient jusqu'alors dans les forêts avoisinantes. L'OTAN pour l'instant n'a pas encore confirmé l'information, mais parle d'une erreur possible. François Cornet. Dans les remorques de ces tracteurs de réfugiés kosovars qui avaient trouvé la nuit dernière refuge dans une cour de ferme du petit village de Koruca au sud de Kosovo, s'entassaient quelques 400 personnes, dont la plupart des femmes et des enfants. Peu avant minuit hier soir, 3 à 6 bombes ou missiles, selon différents témoignages recueillis sur place, se sont abattus sur ce regroupement de réfugiés. 48 auraient péri carbonisés, selon un décompte des victimes effectué à l'hôpital proche de Prizren. Mais dans les carrioles attelées aux tracteurs, dont certains sont toujours en feu, on dénombre encore des corps calcinés. L'agence yougoslave Tanjung fait état ce soir d'un bilan de 56 morts et plusieurs dizaines de blessés, soignés à Prizren, dont bon nombre ont dû être amputés. J'étais sur le chemin vers l'Albanie, dit ce rescapé, et on m'a dit de m'arrêter ici. Alors je me suis arrêté et voilà le résultat. Comble de l'horreur, ces réfugiés albanais dont les survivants sont terrorisés avaient été chassés de leur village par les milices serbes avant de passer 10 jours cachés dans les forêts voisines. Hier soir, les militaires serbes leur avaient dit de s'abriter pour la nuit dans ce village de Koruca où ils seraient en sécurité. Je veux réaffirmer encore et encore une fois que l'OTAN ne vise pas des civils. Nous tentons de faire en sorte de garantir que s'il y a des civils dans les environs, nous ne bombardons pas, même si cela implique de renoncer à frapper des cibles militaires légitimes. L'OTAN, qui ne reconnaît pas encore ce bombardement comme une erreur, prend cependant l'affaire très au sérieux et s'est employé aujourd'hui, photo à l'appui des villages détruits, à démontrer que les exactions des Serbes au Kosovo faisaient beaucoup plus de victimes civiles que les erreurs de l'OTAN. Alors Jean-Marc Illouz, vous êtes à Bruxelles au siège de l'OTAN, toujours pas d'explication, de commentaires sur cette nouvelle bavure? Écoutez, en tout cas, pas d'explication officielle parce qu'actuellement les vérifications sont en cours. Il faut examiner de près les rapports de fin de mission des pilotes, les comparer aux listes des objectifs, les comparer aux données cartographiques. Tout cela prend du temps. D'après les spécialistes que nous avons pu interroger, il semblerait en tout cas que dans cette région de Prizren, une forte activité militaire a eu lieu la nuit dernière, non seulement des avions de l'OTAN, mais également des tirs d'artillerie serbe contre 5 villages, dont le village Martyr. Deuxième remarque, les gens de l'OTAN, semble-t-il, n'ont pas utilisé de bombes à fragmentation dans cette région. C'est une région qui ne comporte pas, dans l'immédiat en tout cas de cette zone, des aéroports. Les bombes à fragmentation peuvent être très meurtrières, bien sûr, pour les civils, mais elles ne contiennent pas d'éléments incendiaires, comme le laissaient croire les témoignages de notre confrère de l'AFP qui parlait de corps qui continuaient donc à fumer, entre guillemets, plusieurs heures, presque 12 heures après, ce qui est un signe qui, pour les gens qui connaissent les champs de bataille, qui trahit toujours la présence de phosphore ou de napalm. Donc, si vous voulez, beaucoup de points contradictoires. Savoir aussi si cette ferme était vraiment un refuge d'Albanais, comme le dit la télévision serbe, ou si elle servait également à cacher des tanks serbes, comme le laissent entendre certaines sources à l'OTAN, sans avoir pour l'instant de preuves irréfutables. Donc, la confusion de la guerre, encore une fois. Mais je crois que si l'OTAN est responsable de cette énorme bavure, eh bien je pense qu'on ne devrait pas tarder à le savoir et peut-être même
au cours de ce journal dans le briefing du Pentagone qui devrait se tenir dans quelques minutes peut-être à Washington. Merci beaucoup Jean-Marc. C'est bien sûr si vous avez des précisions supplémentaires, vous n'hésitez pas à nous rappeler. Cette erreur intervient alors que l'OTAN affirme avoir effectué la nuit dernière donc ses raids les plus importants depuis le déclenchement des opérations le 24 mars. Des raids qui ont surtout touché le Kosovo et plongé dans le noir plusieurs grandes villes de Serbie. Stéphane Auman. Les avions alliés ont décollé 679 fois la nuit dernière et lâché plus de 300 bombes. Ce sont les raids les plus importants sur 24 heures depuis le début du conflit, selon l'OTAN. Cible principale, les usines électriques de Serbie. Les bombes au graphite provoquent des courts-circuits sans endommager les installations. Pour la troisième fois, plusieurs quartiers de Belgrade ont été plongés dans l'obscurité. Novi Sad, Niš et d'autres localités ont connu le même sort. Aujourd'hui, les bombardements classiques ont repris en plein jour sur la province du Kosovo. 2 missiles ont frappé un faubourg de Pristina sans faire de victimes. Et les militaires continuent de mobiliser leurs renforts. Pour la première fois, les fameux hélicoptères Apache se sont entraînés à balles réelles avec leur soutien logistique. Oubliez les 2 accidents, désormais nous sommes prêts à intervenir, a déclaré un pilote américain. Nous sommes frustrés d'attendre depuis un mois. De France, 10 Mirage F1 ont quitté Colmar pour l'Italie, portant à une centaine le nombre d'avions engagés par Paris au sein de l'OTAN. Embusqués le long de la frontière albanaise, les soldats de l'armée yougoslave traquent les combattants de l'Utcheka. C'est eux que les Alliés voudraient bien neutraliser, mais ils sont insaisissables. Notre tâche consiste à éliminer les terroristes albanais. Nous l'accomplissons avec succès. Aujourd'hui, Ibrahim Rugova, le leader modéré des Albanais du Kosovo, se pose en recours politique. Il a déclaré vouloir coordonner et organiser l'opposition kosovare en exil en vue des futures institutions au Kosovo. Et ce soir, la direction yougoslave réunie autour de Slobodan Milosevic demande à l'ONU de faire cesser immédiatement ces bombardements, alors que son ambassadeur en Grèce fait savoir que le retrait des troupes yougoslaves était interrompu tant que ces raids n'auraient pas cessé, un retrait auquel l'OTAN n'a jamais cru. Un peu plus tôt dans l'après-midi, nous avons pu joindre l'un de nos envoyés spéciaux à Belgrade, Gérard Grisbeck. Évidemment, les médias serbes ont largement fait état de cette nouvelle bavure de l'OTAN. Et Gérard, j'imagine que ça a des conséquences sur l'état d'esprit de la population. C'est vrai que maintenant, le Kosovo est bombardé jour et nuit, donc forcément en intensifiant la guerre, l'OTAN prend le risque de nouvelles bavures. Et c'est vrai que dans la population, ça crée maintenant un sentiment de panique. Alors évidemment, les gens partent essentiellement à cause de l'épuration ethnique organisée par les forces serbes. Elle part également à cause des combats entre l'Utcheka, l'armée de libération du Kosovo, et puis les forces serbes. Et puis on nous dit ici aussi que les gens partent à cause des bombardements de l'OTAN. En tout cas, ces bavures de l'OTAN renforcent ici le sentiment à Belgrade que la guerre menée par l'OTAN n'est pas menée simplement contre le président Milosevic, mais également contre tous les Serbes. Alors Gérard, on a vu hier Jacques Chirac à Moscou se montrer relativement optimiste sur l'issue de la guerre, et on disait en coulisses que peut-être Milosevic accepterait, et ça serait nouveau, une force armée sur son territoire. Est-ce que ce sont des informations qu'on confirme à Belgrade ? Non, ici on est beaucoup plus sceptique. C'est vrai que le texte du G8, c'est-à-dire des 7 pays les plus riches du monde plus la Russie, est un texte très vague, très large, qui peut contenter tout le monde. En particulier les Yougoslaves sont contents parce que le texte réaffirme l'intégrité territoriale de leur pays. Mais il n'empêche que sur chaque point il y a des divergences. Par exemple sur le retrait des forces serbes du Kosovo, ici à Belgrade on n'est pas d'accord. On nous dit qu'on l'a déjà fait à Sarajevo en Bosnie et qu'à la suite du retrait des forces serbes, eh bien la population serbe a dû quitter la ville. On ne veut pas renouveler cette expérience. Alors finalement il y a un vrai paradoxe entre la population ici qui visiblement n'en peut plus, est très démoralisée, à la fois à cause des pénuries, à cause de tous les problèmes de vie quotidienne, et puis un pouvoir qui ne s'effrite pas du tout, une armée qui ne s'effrite pas du tout, un pouvoir qui se résume en fait au président Milosevic et à sa femme et qui tient sur des positions très fermes. Alors on se dit que finalement la guerre peut encore durer des semaines, voire des mois. Merci Gérard. Et puis sachez qu'une équipe de la Croix-Rouge a quitté aujourd'hui Belgrade pour Pristina au Kosovo. C'est la première mission d'évaluation du CICR dans la région depuis le début des bombardements. Pendant ce temps-là, à Paris, Jacques Chirac reçoit le président du Monténégro, Milo Djukanovic. À l'issue de 2 heures d'entretien, Monsieur Djukanovic, dont la République fait partie de la Yougoslavie, mais qui est en opposition à Slobodan Milosevic, eh bien, il s'est dit satisfait par le plan de paix proposé par le G8. Monsieur Djukanovic, qui a ensuite été reçu, on le voit ici, par Lionel Jospin. Sur le front des réfugiés, c'est aujourd'hui Hillary Clinton qui s'est rendue dans le camp de Stenkovec au nord de Skopje, en Macédoine. Elle voulait témoigner de son soutien aux réfugiés pour qu'ils puissent un jour regagner le Kosovo.
Mais si la situation s'est légèrement améliorée en Macédoine avec la fermeture des frontières et l'évacuation progressive des réfugiés vers les pays d'Europe, en revanche, à Koukes, c'est l'insécurité qui prédomine, à tel point qu'un couvre-feu a été instauré à partir de 23 h pour tout le personnel du HCR. Il faut dire que tous les trafics sont permis et que Koukes a parfois des allures de western. Valérie Fourniou et Guillaume Fautra. À Koukes, l'argent circule sans état d'âme et les prix ont flambé avec l'arrivée des humanitaires et de leurs milliers de dollars. Vols, trafic, les forces spéciales albanaises doivent régulièrement intervenir car Koukes absorbe tout, les réfugiés, les militants de l'UÇK et surtout les devises. Les réfugiés changent très peu de devises car ils le font uniquement pour leurs besoins journaliers. En revanche, avec eux sont arrivés beaucoup de gens qui ont des devises et grâce à cela, on a forcément plus de travail. La plupart des réfugiés sont aidés par leurs familles à l'étranger. Mais depuis plus d'un mois qu'ils sont ici, leur pécule diminue. C'est le cas de Bekim, un coiffeur kosovar qui travaille dans ce salon de Koukes pour nourrir les 20 personnes de sa famille qui l'ont suivi dans l'exode. Si je n'avais pas ce travail, on ne s'en sortirait pas avec l'argent de mon frère en Allemagne. On essaie de couvrir tous nos frais avec ce salaire. C'est que les prix ont doublé, voire triplé sur le marché de Koukes. Les légumes, les fruits sont importés de Turquie ou de Grèce. Des produits hors de prix pour les réfugiés, même si les commerçants s'en défendent. Les prix ont augmenté, mais de très peu, pas beaucoup. Et son voisin ajoute, ironique, c'est le taux de change qui varie. pourtant, beaucoup de réfugiés viennent ici faire leurs courses, comme Kadri, dont les enfants ont besoin de produits frais, car les humanitaires ne donnent qu'une aide alimentaire d'urgence. Ils ne nous donnent qu'une seule boîte de conserve pour tenir 24 heures. La nourriture que l'on reçoit est insuffisante et les prix sont très élevés. Ceux qui n'ont pas d'autres revenus sont vraiment dans une situation difficile. Nous avons tous été pillés par les Serbes. Certains n'ont même pas pu conserver un peu d'argent sur eux. Le plus difficile pour nous, c'est le manque de matelas, car nous n'avons reçu qu'une couverture par personne. Et nous, on vit avec seulement 1000 lek par jour. 1000 lek, soit 40 francs, et un matelas en mousse en vaut 120. Dans ce marché aux puces, les vêtements sont aussi un luxe que peu de réfugiés peuvent s'offrir. On reçoit de l'aide pour la nourriture, mais pas de vêtements. J'ai 5 enfants. Ils ont besoin de vêtements, de pantalons, de chaussures, de tout, car on a tout perdu. Ils sont ainsi plus de 100 000 dans cette région albanaise frontalière avec le Kosovo. Aujourd'hui, le nombre de réfugiés est passé à 431 500 en Albanie. Enfin, pour clore ce chapitre, sachez que le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, se rendra la semaine prochaine en Albanie et en Macédoine pour coordonner l'ensemble de l'aide aux pays des Balkans. Les élections en Israël, les sondages se suivent et se ressemblent. À 3 jours du scrutin, c'est toujours le candidat travailliste Ehud Barak qui se maintient en tête devant Benyamin Netanyahou, ce qui ne va pas sans inquiéter les ultra-orthodoxes juifs. Ils représentent environ 20% de la population et ils craignent par-dessus tout l'arrivée d'un travailliste au pouvoir, eux qui n'ont jamais eu autant de poids politique qu'avec le gouvernement Netanyahou. Maryse Burko. C'est un monde où la vie religieuse débute très tôt. Bnei Brak, ville ultra-orthodoxe située près de Tel Aviv. Un monde où les hommes sont exclusivement habillés de noir comme l'étaient leurs ancêtres d'Europe centrale. Ils représenteraient aujourd'hui 20% de la population israélienne, mais ils vivent entre eux, coupés d'un monde extérieur qu'ils jugent totalement perverti. Lorsque l'on pose une question, les regards se détournent. De toute façon, la télévision est interdite à la maison. Pour essayer d'approcher ce milieu, il n'y a donc d'autre choix que d'aller vers les leaders des grands partis religieux représentés aux prochaines élections. Le rabbin Meir Porush appartient au parti unifié de la Torah, l'une des composantes du milieu ultra-orthodoxe. Cet homme dit aujourd'hui ne pas comprendre les laïcs israéliens qui craignent que les religieux n'imposent un jour une théocratie en Israël. Ils n'ont plus qu'une seule préoccupation, comment se débarrasser des religieux en Israël. Mais ils oublient un principe clair, cette terre est sainte, elle fut promise au seul peuple juif par la Bible. À Jérusalem, un tiers des habitants est aujourd'hui ultra-orthodoxe. Faire un enfant est une bonne action.
Cette catégorie de la population est donc celle qui augmente le plus vite aujourd'hui en Israël. Les gouvernements successifs, soucieux de se préserver cet électorat, ont largement financé les écoles talmudiques pour les enfants. Ils ont aussi accepté que les jeunes continuent à être exemptés de service militaire, alors que le reste des Israéliens passent 3 ans sous les drapeaux. Ce sont ces privilèges accordés à une minorité religieuse que rejette aujourd'hui une majorité d'Israéliens, et c'est le credo de Yosef Lapid, ex-journaliste et tout nouveau candidat aux élections législatives. De même que les Français ont réussi pendant la Révolution à séparer l'Église et l'État, moi je veux séparer les partis religieux du porte-monnaie du budget de l'État. En 50 années d'existence, les Israéliens ne se seront jamais posé autant de questions sur l'identité même de leur pays. En France, l'actualité, c'est une nouvelle fois la Corse, avec d'abord le voyage de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui sur l'île de Beauté, un voyage qui a permis au président, par intérim du RPR, de muscler son discours et d'envisager de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Sur place, à Ajaccio, le reportage d'Arnaud Boutet et d'Yves Juncker. L'inconvénient d'un voyage express, c'est qu'il faut parfois improviser. Nicolas Sarkozy est resté 4h30 en Corse, pas 1 minute de plus. Visite du marché d'Ajaccio au pas de course, avant la dégustation des produits locaux. Monsieur le maire. Nicolas Sarkozy sourit, salue et marche vite. C'est comme dans toutes les villes, hein, les politiciens on les voit quand c'est les élections. Hein. Voyage symbolique. À 4 semaines des élections, Nicolas Sarkozy choisit donc Ajaccio pour parler de l'affaire Corse. Entouré des élus de l'opposition, il attaque le gouvernement. Je crois pouvoir vous dire que le moment s'approche où il va nous falloir censurer un gouvernement qui refuse à ce point d'assumer sa responsabilité politique. Mardi, à Paris, les 3 présidents des groupes parlementaires de l'opposition décideront de déposer ou non une motion de censure. Mais il est un sujet qui divise la droite, un éventuel statut d'autonomie de la Corse. Contrairement à certains élus locaux de l'opposition, Nicolas Sarkozy s'y oppose. En Corse, les Verts de l'amitié se servent aussi avec des arrière-pensées. L'autre actualité toujours en Corse, ce sont les suites de l'enquête sur l'incendie de la Paillote, avec l'audition de l'ensemble des membres du fameux GPS, le groupe de peloton de sécurité de la gendarmerie, et surtout, Michel Fine, celle du directeur général de la gendarmerie, Bernard Prévost, entendu comme témoin. Exactement. C'est une audition qui se voulait visiblement plutôt discrète. On nous disait toute la journée ici au palais de justice qu'il ne se passait rien. En fait, le juge d'instruction était en train d'entendre le directeur général de la gendarmerie nationale, Bernard Prévost lui-même. Il est arrivé vers 14h30, il est resté environ 1h30 dans le bureau du juge et il est reparti tout aussi discrètement en Falcon 900, vous allez le voir sur ces images. Alors qu'est venu faire le directeur général de la gendarmerie nationale? Il est venu s'expliquer sur les propos tenus quelque temps auparavant par le colonel Mazer devant le juge d'instruction. Le colonel Mazer a expliqué comment, après l'incendie de la Paillote chez Francis, il est allé rendre compte auprès du directeur général de la gendarmerie nationale à Paris. Il aurait expliqué au directeur général, il lui aurait donné la première version qu'il a donnée à tout le monde, qui s'est avérée être une version erronée, version selon laquelle les gendarmes auraient été dans une mission de surveillance, auraient été surpris par une explosion et se seraient enfuis. Devant cette version, le directeur général de la gendarmerie nationale, Bernard Prévost, lui aurait conseillé de rendre compte à la justice. Alors Michel, hier on apprenait aussi que le capitaine Ambrose, lors de son audition, avait dit qu'il n'avait pas seulement informé son supérieur hiérarchique, mais qu'il avait aussi parlé à un autre gradé de la gendarmerie. Alors est-ce qu'on sait ce soir de qui il peut s'agir ? Il s'agit du général Le Petit. Ce n'est pas n'importe quel gradé de la gendarmerie, c'est le responsable de l'inspection technique de la gendarmerie qui a mené cette enquête sur l'incendie de la Paillote. Alors, le général Le Petit n'est absolument pas mis en cause dans cette affaire. Il est juste cité par le colonel Ambrose. Le colonel Ambrose, lorsqu'il a été entendu dans cette affaire, a expliqué qu'il s'était confié à un ami d'enfance, le capitaine Le Petit, fils du général Le Petit. Il lui aurait expliqué la tension qui régnait au sein de la gendarmerie en Corse, les problème qu'il avait avec le colonel Mazer. Il lui aurait dit ça en espérant que l'information remonte à Paris, mais à aucun moment, a dit le capitaine Ambrose, il n'aurait évoqué le projet d'incendier la Paillote chez Francis.
Merci Michel. La crue du Rhin, le fleuve est toujours sous haute surveillance et l'état d'alerte maintenu, même si une légère décrue a pu être observée aujourd'hui. C'est le cas notamment au nord de Strasbourg où certaines digues montrent des signes de faiblesse. Elsa Margou. Plus de 4500 mètres cubes d'eau à la seconde. C'est 4 fois plus que le débit normal du Rhin. À Lauterbourg, près de la frontière allemande, des infiltrations ont été repérées dans une digue à proximité d'une usine de chimie. L'entreprise a dû stopper sa production et les sapeurs-pompiers français ont passé la journée à renforcer les barrages contre la crue avec des sacs de sable. Le risque subsiste que la digue rompt, surtout qu'une dernière vague est prévue pour cette nuit. Donc on prévoit 15 à 20 cm de plus que ce qu'il y a maintenant. Et puis si effectivement ça se présente, le risque est là, malheureusement. Tous les pays traversés par le Rhin restent en état d'alerte. En Allemagne, un enfant de 5 ans s'est noyé, un autre âgé de 4 ans est toujours dans un état critique après avoir été emporté par les eaux. La circulation sur le fleuve a été interdite depuis Bâle en Suisse jusqu'à Mannheim en Allemagne et à partir de demain jusqu'à Koblenz. Le Danube inquiète aussi les autorités allemandes. À Passau, le niveau du fleuve est monté à près de 8 mètres, quelques centimètres à peine en dessous de sa cote d'alerte. En Suisse, après avoir atteint hier le niveau historique de 8,45 m, le Rhin a amorcé sa décrue. Mais les fortes pluies des derniers jours ont grossi les eaux des lacs et des rivières. Les dégâts provoqués dans certaines régions sont d'ores et déjà estimés à plusieurs millions de francs suisses. Dans le canton de Valais, la violence des eaux a dévasté tout un village, charriant boues et rochers et emportant des voitures. L'ampleur de la crue devrait atteindre son dernier pic demain aux alentours de midi. Sur le Lot-et-Garonne, c'est un violent orage de grêle qui s'est abattu la nuit dernière, faisant d'importants dégâts, mais heureusement pas de victimes. L'orage s'est déclenché aux alentours de minuit. Il a surtout touché la région de Villeneuve-sur-Lot. De nombreuses toitures, des arbres, des poteaux électriques, des cultures ont été endommagées. Et puis à Isigny-sur-Mer, dans le Calvados, ce sont 3 personnes âgées qui sont mortes dans l'incendie d'une maison de retraite. 3 autres ont été grièvement intoxiquées. L'établissement était en principe aux normes. Pour le maire, ce drame est le fait d'un mauvais hasard. En l'occurrence, semble-t-il, un court-circuit dans une des armoires électriques. Enfin, ce drame sur le stade de Courson en Charente-Maritime, un adolescent de 14 ans y est mort écrasé par la chute d'une cage de football. Les explications de François Privat et de Philippe Ritten. Des fleurs sur un terrain de sport. C'est ici qu'un adolescent de 14 ans a trouvé la mort, écrasé par la barre transversale d'un but de football amovible. Sur le but, nous avons constaté qu'il n'était ni fixé au sol, ni fixé à la main courante autour du terrain. Et vraisemblablement, ce jeune garçon s'est suspendu à la barre transversale, ce qui a amené un déséquilibre du but. Et le but lui est malheureusement tombé dessus. Aussitôt après l'accident, les élus du petit village de Courson ont fait retirer ces buts. Jusqu'alors, ils se trouvaient sur le terrain municipal, à la disposition de tous, y compris d'un établissement scolaire voisin de quelques centaines de mètres. S'il y a des communes où effectivement des buts peuvent être déplacés à l'insu des responsables, je crois qu'il vaut mieux les enlever. C'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça qu'il faut faire passer. Il ne faut pas revivre ce qu'on vient de vivre à Courson. Je crois que c'est un drame. Et on ne veut plus de ce genre d'engin, c'est fini. On n'en veut plus. Voici le bon exemple. Ici, les buts sont à la fois amovibles et fixés au sol, conformément au décret du 4 juin 1996. Un décret pris après de nombreux accidents consécutifs à la chute de buts de football ou encore de panneaux de basket. Mais les services de la répression des fraudes ne disposent pas d'effectifs suffisants pour contrôler toutes les installations. Il est difficile de contrôler tous les buts, les cages de football, de handball, etc. Qui sont utilisés sur le territoire national. Donc lorsque nous faisons des enquêtes, bien sûr, on peut le faire que dans les endroits principaux où on sait qu'il y a beaucoup de ce type d'équipement utilisé. Les parents de la jeune victime viennent de porter plainte. Au terme de la loi, toute municipalité, établissement scolaire ou association est responsable de ces installations sportives. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les pompiers ont renoncé à éteindre le gigantesque incendie qui consume depuis jeudi 23 millions de litres d'essence. Ils se contentent d'empêcher sa propagation en attendant l'arrivée de pompiers français. Thierry Curtet. L'inquiétude est un peu retombée ce soir, mais elle demeure. La cuve d'une capacité de 23 000 m3 d'essence s'est enflammée sans qu'on sache encore comment. Les pompiers ivoiriens ne parviennent pas à éteindre l'incendie et le contiennent avec beaucoup de peine.
Toutes les casernes d'Abidjan, y compris les sapeurs de l'aéroport, s'entraident pour éviter une contagion aux 13 autres réservoirs. La seule note d'espoir, le vent qui n'attise pas l'incendie. Attendre que le feu s'éteigne de lui-même est trop risqué. La Côte d'Ivoire a appelé la sécurité civile française à l'aide. Les renforts, 25 pompiers, 13 tonnes de matériel, sont partis à 15 heures de Villacoublay. La difficulté principale de ce genre d'incendie, c'est d'arriver à concentrer les moyens d'extinction suffisants le plus rapidement possible, à savoir des moyens en émulseurs et surtout des moyens hydrauliques. Il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup d'émulseurs. L'émulseur permet d'asperger, de couvrir l'incendie avec de la mousse pour le priver d'oxygène. Les Français ont donc emmené 6 km de tuyaux, 3 énormes lances. Ils arriveront au milieu de la nuit et entreront en action demain matin, au plus tôt. Leurs collègues ivoiriens vont donc passer une deuxième nuit difficile. Juste à côté de la cuve en feu et de son dépôt se trouve la plus grande raffinerie d'Afrique centrale. Une enquête est en cours pour déterminer dans quelles conditions un passager du vol Paris-Dakar a pu succomber hier après-midi à un malaise cardiaque. Peu après le décollage de Roissy, l'homme s'est montré très énervé, s'en prenant physiquement au pilote et au copilote. Pour le maîtriser et le calmer, le forcené s'est vu administrer une dose de sédatif. Il est mort un peu plus tard à l'hôpital de Bordeaux où l'avion s'était posé. Pour l'instant, les examens sont en cours. L'homme, semble-t-il, n'a pas reçu de coup. La finale de la Coupe de France, une finale inédite entre Nantes et Sedan, qui ne devrait pas donner lieu, j'espère, à cet incident. Sedan, un club de deuxième division, mais le club ardennais y croit parce qu'il a déjà remporté la Coupe par 2 fois dans son histoire et parce que toute la ville, sévèrement touchée par le chômage, ne rêve qu'à ça. Le reportage à Sedan de Jean-Michel Carpentier et de Jean-Paul Miotto. Match serré, tension maximum. À la veille de jouer la finale de la Coupe de France, Sedan est aux portes de la première division. Enjeu énorme pour ce petit club, vieille gloire du football français, dans une ville de 20 000 habitants seulement, dont la moitié chaque semaine au stade. Il ne reste dans cette usine de cylindres de laminoir que 170 métallurgistes contre 2400 il y a 20 ans. Le club s'est effondré dans les années 70 quand les emplois disparaissaient par centaines de la ville. Alors, la finale de la Coupe de France. Attends, quel que soit le résultat, pour nous, c'est déjà une victoire d'aller au grand stade. Donc on est forcément content. Autre grande activité traditionnelle locale, le textile. De crise en disparition d'usines, le célèbre drap de Sedan a laissé place à la moquette et au plastique pour sauver les derniers emplois et même en créer depuis quelque temps. Sedan, c'est plus de 20% de chômeurs. 2 habitants sur 3 ne gagnent pas assez d'argent pour payer l'impôt sur le revenu. Alors, le foot tourne-boule les esprits. On voit même les gens qui n'ont pas de travail, essayent de se débrouiller pour trouver une place. Et ça leur donne un petit baume quand même, ils essayent de faire quelque chose. Les gens sont plus conviviaux. Ils ont un peu de baume au cœur, comme on dit. Un enthousiasme qui n'est pas tout à fait perdu pour tout le monde. On ne sent plus de problème en ce moment. Le fait que Sedan réalise une saison comme elle réalise, je dirais que nous, on sent beaucoup moins de problèmes au niveau des ateliers, par exemple. Personne n'échappe à la folie du foot. Chacun s'identifie à cette équipe digne du football ouvrier des Ardennes. Chacun et chacune. Toutes les femmes. Moi, la première, j'ai mis une journée pour décorer ma vitrine, ma voiture. J'ai klaxonné toute la journée le jour où ils ont joué, la veille, enfin le soir. Et c'est vrai que quand je vois des voitures en vert et rouge, je klaxonne. L'important, c'est le spectacle, c'est la joie qu'ils nous donnent, et le résultat importe. Et là, quand tout le monde est dans les tribunes, on oublie un peu qui est qui, c'est-à-dire que tout le monde est mélangé, là. Tout à fait, là, il n'y a plus de barrière sociale, un chômeur est à côté d'un PDG, sans que, pour autant, les problèmes existent le lendemain. C'est sûr que Sedan gagne ou perd le lendemain, il faut retourner soit au boulot, soit au chômage, mais ça fait rêver pendant 1h30. Demain soir, au Grand Stade, face à Nantes, tout Sedan rêvera la victoire comme une revanche sur la vie. L'autre événement du week-end, ce sera bien sûr le Tour d'Italie avec le fameux Giro qui part d'Agrigent en Sicile. Richard Virenque qui est déjà arrivé sur place. J'ai passé, a-t-il dit, des jours difficiles en faisant bien sûr référence à son audition mardi par les enquêteurs de la brigade de stupéfiants à Paris. Mais si Richard Virenque sera bien sûr très surveillé pendant ce Giro, il n'en sera pas le favori puisque ce sera Marco Pantani, le précédent vainqueur du Tour de France.
La nouvelle va faire du bruit dans le milieu de la F1. Bernie Ecclestone rachète le circuit Paul Ricard. Le nom ne changera pas, mais Ecclestone compte bien refaire de ce circuit le centre de la F1 en y organisant notamment le Grand Prix de France. Une nouvelle qui risque de ne pas plaire du tout du côté de Manicourt. Yannick Aroussi et Jean-François Giorgetti. Aujourd'hui, Bernie Ecclestone, l'homme fort de la Formule 1, celui qui fait la pluie et le beau temps sur les paddocks, voudrait raconter sa nouvelle bonne affaire en toute intimité. Il est depuis ce matin acquéreur du circuit Paul Ricard. J'essaierai de faire du Castellet ce qu'il doit être. C'est certainement l'un des meilleurs circuits que nous ayons en Europe. Qui dit Ecclestone pense évidemment F1. Le circuit varois a accueilli le Grand Prix de France pour la dernière fois en 90 et déjà les responsables de Manicourt, organisateurs de la course jusqu'en 2001, se font du souci. Il est vrai que le Castellet a la cote dans le milieu automobile. Oui, Manicourt c'est un bon circuit, mais c'est à demi de rien. Ici on a la Côte d'Azur, on a les Var, on a beaucoup mieux ambiance, je pense. Et c'est plus facile pour les Italiens, par exemple, les Espagnols d'arriver ici qu'arriver à Manicourt. L'accord s'est signé ce matin dans cette pièce de la propriété des Ricard après plusieurs mois de transactions. Pour la famille, la vente était inévitable. Nous nous sommes rendus compte que le circuit avait vieilli, nécessitait des investissements que nous n'avions pas l'intention de faire ni les moyens de faire et que c'était la meilleure solution. Donc nous nous sommes rapprochés de M. Ecclestone et nous avons accepté son offre. Le montant de la transaction reste secret. Bernie Ecclestone a apporté quelques garanties à la famille. Il gardera notamment le nom de Paul Ricard. Mais l'homme tout-puissant de la F1 n'a pas encore dévoilé tous ses projets. Il a annoncé son intention de remettre à neuf le circuit, certainement pas pour organiser des courses de deuxième ordre. Le public varois pourrait donc bientôt revoir des images comme celle-ci, Grand Prix de France 90. Le grand livre des souvenirs peut se rouvrir. Avant de parler cinéma, une image de la Méditerranée, puisque 99 s'annonce bien sûr comme l'année de la Méduse, ou l'année des Méduses. Elle s'échoue en effet par colonies entières sur les côtes corses et provençales. D'après les scientifiques, ce serait dû à un allongement inexpliqué de la saison de croissance du plancton. Une explication qui ne satisfera peut-être pas toutes les starlettes qui se promènent en ce moment sur les plages de Cannes. Côté cinéma, l'événement du jour sur la Croisette, c'est l'arrivée de Sean Connery en personne, Monsieur 007, accompagné de Catherine Zeta-Jones, la belle du masque du Zorro avec Antonio Banderas. Ils ont tous les deux gravi les marches comme il se doit pour assister à la projection hors compétition de Haute Voltige, le film de John Amiel. C'est un film qui a vu pour nous et que nous raconte Nicole Cornu-Langlois. Et Catherine Zeta-Jones vint, et avec elle les paillettes et le sourire. Sean Connery la rejoint avec son charisme et son humour. Et ce fut une prestigieuse prestation haute tension pour Haute Voltige. Du cinéma qui ne se prend pas au sérieux. Et où est Baz? Je l'ai cassé. Quoi? Je ne pouvais pas. Mac est un gentleman cambrioleur dans la plus pure tradition. Jean est un agent d'assurance chargé de le prendre la main dans le sac. En jouant sa complice, il passe du casse en arnaque avec une facilité déconcertante. Nous ne donnons aucune information sur le passé et l'entourage des personnages. On les laisse se révéler au fur et à mesure de l'histoire. Et l'idée, c'est aussi de montrer une sorte de romance à risque, à la façon des films de KPDP. Avec des vêtements élégants, de belles silhouettes, des sites superbes, d'une façon un peu nostalgique. Mais en revanche, la fille, elle, est très contemporaine. Je vous offre le bâtiment le plus haut du monde et en prime, l'International Clearance Bank. Vous me suivez maintenant ? Oui, je vous suis. C'est difficile de trouver des scénarios dans lesquels les femmes ont vraiment du caractère. Elles peuvent être dures, mais il faut montrer une certaine vulnérabilité. Sinon, cela n'intéresse pas les spectateurs. Et moi, je veux qu'ils ressentent quelque chose. C'était parfait, comme dans un rêve. Deux cambriolages technologiques et informatiques géniaux réussissent, mais le troisième, basé sur le bug de l'an 2000, dérape. Et c'est l'heure de vérité pour les deux partenaires. Le disque! Donne-moi l'ergot. Quoi? La clé dans le sac. Virtuosité, efficacité de leurs actions, mais jamais de violence. C'est comme pour la sexualité.
Nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de passage à l'acte sexuel dans cette histoire. On est ainsi plus intrigué. Car si cela arrive trop tôt, il y a moins d'impact. La sensualité se trouve plutôt dans leur art de cambrioler en parfaite symbiose. Ils la guident pour passer sous les lasers et les deux séducteurs solitaires sèment le trouble jusqu'à la dernière image. De la haute voltige et rien de plus. L'autre film du jour, mais cette fois en compétition officielle, c'est Wonderland, un film de Winterbottom, l'auteur de Welcome to Sarajevo, une chronique familiale dans le Londres d'aujourd'hui qui a beaucoup touché Antoine Cormery et Frédéric Delarue. L'histoire est à Londres, de nos jours, mais elle aurait aussi bien pu se passer ici, sur les bords de la Méditerranée. Partout en fait où se croisent les destins et où la multitude rime parfois avec solitude. Michael Winterbottom nous livre avec Wonderland une chronique familiale nourrie de la vie de tous les jours et de ses personnages ordinaires. It's true. No, it's true. He quit his job. Didn't tell me. He lied to me. I came home. I fucked him about it. He fucked off. He called you. No, I haven't called. What, you laugh? It's so funny. What is so funny? It's funny to you, is it? La scénariste a bien rendu compte, dans le script, de ce qu'est la vie à Londres, de l'énergie dont vous avez besoin pour vivre dans une grande ville et essayer d'avancer. Le fait d'être seul au milieu de la multitude, le fait de connaître peu de personnes mais d'avoir la possibilité d'en croiser beaucoup. C'est une manière de décrire cet état de fait qu'on ressent tous les jours, et c'est de cela que le film se nourrit. Et pour coller à cette réalité-là, Michael Winterbottom s'est affranchi de toutes les pesanteurs habituelles du cinéma. Équipe allégée, caméra à l'épaule, son direct, décor naturel, une sacrée expérience pour les acteurs. La manière dont on a tourné ce film a facilité les choses. C'était très naturel de jouer des gens ordinaires. Et Michael nous a donné assez de liberté pour explorer et développer notre jeu et ainsi parvenir à plus de naturel. Aux antipodes des paysages en cinémascope du film d'ouverture, très loin aussi des images glacées de Paul Haix, Wonderland est un film simple sur des gens ordinaires, peut-être ce qu'il y a de plus dur à faire au cinéma. Un autre film maintenant qui est moins simple et moins sur des gens ordinaires, mais qui n'est pas présent à Cannes et qui est très attendu en revanche aux États-Unis par les fans de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Ils sont déjà nombreux à faire la queue devant les cinémas pour s'assurer d'avoir des places lors de sa sortie mercredi. Et tout ce qui accompagne ce film, comme gadget et même site internet, est déjà accessible. À New York, Dominique Derda. Sur les trottoirs de Manhattan, l'étranger de passage apprend vite à ne plus s'étonner de rien. Pourtant, il est des jours comme celui-ci où même les plus blasés doivent se frotter les yeux pour s'assurer qu'ils ne rêvent pas. Une semaine avant la sortie du dernier épisode de La Guerre des Étoiles, ils sont des milliers à faire la queue des heures durant, dans l'espoir d'avoir une place, le jour de la première. Moi, ça fait à peine 1h30 que j'attends, mais mon frère, lui, il a passé toute la nuit ici. Je lui ai apporté du café et à manger. Moi, je pouvais pas, fallait que je travaille aujourd'hui. Eh ben moi, je me suis fait porter pâle. C'est historique, l'histoire de notre génération. Woodstock, c'était pour la génération d'avant. Ça, c'est pour la nôtre. Et quand on leur demande si à leur âge il est bien raisonnable de jouer encore à l'épée en plastique, ils répondent le plus sérieusement du monde. Ouais, les films, on se les repasse tout le temps, on s'en lasse jamais. J'aimerais tant avoir 6 ans à nouveau. Comme ça, je découvrirai La Guerre des Étoiles pour la première fois. La folie Star Wars a commencé 2 semaines plus tôt avec l'ouverture exceptionnelle un dimanche à minuit à travers tous les États-Unis des magasins de jouets.
La veille, il venait de recevoir ce que l'on appelle les produits dérivés. En quelques heures, les rayons étaient vides et les commerçants, déjà, se frottaient les mains. C'est complètement dingue, il y a un monde fou. J'en ai pour 436 $ et 62 cents. 482 $. Et 44 cents. D'ici 4 ou 5 ans, les collectionneurs en sont persuadés, ces figurines vaudront de 10 à 20 fois leur prix. Devant le cinéma, la file avance enfin, il est tout juste 15 heures. La vente des billets commence dans le calme, mais non sans une certaine euphorie. À raison de 12 places par personne, les premières séances affichent vite complet. 1 heure à peine après l'ouverture des guichets, celles du 19 mai sont toutes vendues. Ça me fait de la peine pour les centaines de gens qui sont arrivés après moi, mais franchement, j'aurais du mal à dire que je suis triste d'avoir eu les derniers billets, c'est formidable. Oui, la force était bien avec moi aujourd'hui, je suis si heureux. Ceux qui patiemment derrière attendent leur tour savent qu'il y en aura pour tout le monde. Le film devrait rester des mois à l'affiche. Et selon tous les pronostics, il devrait battre des records d'entrée et de bénéfices, loin devant Jurassic Park, loin devant Titanic. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous en rappelle le titre principal. Sans doute une nouvelle bavure de l'OTAN dans ses frappes au Kosovo, les plus importantes depuis le début de la guerre. Le bombardement d'un village près de Prizren aurait fait, selon les Serbes, de 50 à 100 morts. Des civils albanais qui s'étaient réfugiés dans des fermes pour la nuit. Pas de confirmation pour l'instant de l'OTAN qui parle simplement d'une erreur possible. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Isabelle Martinet pour la météo. À 20h50, ce sera quai numéro 1 avec Sophie Duez. À minuit, le dernier journal, Florence Duprat. Demain à 7h, dans Thé ou Café, Catherine Sellac recevra l'écrivain sud-africain André Brink. Je vous retrouverai quant à moi à 13h demain. Bonne soirée sur France 2.